Bonjour à vous, merci de votre présence déjà nombreuse ce soir, vous êtes déjà plus de 90, pour ce second débat éducatif des cahiers pédagogiques consacrés au harcèlement scolaire. Le harcèlement n'est pas une fatalité, et non pas une facilité, le harcèlement n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, ce webinaire est co-organisé en partenariat avec l'Institut Fort-Prof que nous avons le plaisir d'accueillir. Merci de ce partenariat qui a été fort plaisant. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en collège en Seine-et-Marne. Nous serons deux à intervenir ce soir dans l'organisation des webinaires des cahiers pédagogiques. Ben Aïda scrutera le chat. Bonjour Ben. Bonjour, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis formateur et je suis au comité de rédaction des cahiers pédagogiques et ravi d'être avec vous du côté du chat. Voilà, donc vous pouvez intervenir, répondre à la question que je vous pose, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Avez-vous été harceleur, harceleuse? Voilà. J'ajoute que ce webinaire sera mis en ligne très rapidement, demain, peut-être après-demain, et vous pourrez donc solliciter les collègues pour qu'ils le revoient. Vous pourrez le revoir vous-même, en faire la publicité. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Enfin, avant de vous présenter nos invités, je vous signale que nous mettons maintenant en place deux choses. D'abord, nous récupérons le chat et nous en faisons une synthèse que nous mettons sur notre site avec la vidéo que vous pouvez trouver donc dans notre site. Et nous allons systématiquement essayer de mettre en place une prise de notes collaborative. Ben vous a normalement envoyé le chat. C'est très simple, hein, vous prenez des notes de façon collaborative et ça se remplit, vous pouvez en faire un petit peu, pas beaucoup, et ça permet de garder une trace fort intéressante de ce qui est dit. Alors aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui ont travaillé sur le sujet du harcèlement, qui va nous préoccuper pendant cette heure et demie environ de webinaire. Marie Cartier, bonjour Marie. Bonjour. Donc une petite présentation courte. Alors, très brièvement, donc moi j'ai été professeure de lettres à l'origine, en collège et lycée. Aujourd'hui, je suis responsable de la formation dans l'association Résis et je me consacre essentiellement à ce jour aux formations des personnels dans les établissements scolaires à la méthode de la préoccupation partagée dans sa version française. Alors, Marie a coécrit avec Jean-Pierre Bellon deux ouvrages, Les blessures de l'école, harcèlement, chahut, sexting, prévenir et traiter les situations. C'est un ouvrage qui est sorti en février et donc vous pouvez trouver une recension sur le site des cahiers, recension que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Et un autre ouvrage avec Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardet, Harcèlement à l'école, le vaincre, c'est possible. Donc voilà, prévenir d'un côté et vaincre de l'autre. Notre deuxième invité est Gwenaëlle Le Guevel, qui est... Bonjour Gwenaëlle, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour. Eh bien, moi, je suis prof des écoles spécialisées. J'étais enseignant en SECPA pendant 20 ans et je suis président du CRAP Cahier Pédagogique. Voilà. Voilà, et donc tu as, toi, participé à la rédaction de l'ouvrage Violence et justice restaurative à l'école sous la direction de Max Chung-Ming et de Éric Verdier chez Duno, qui est sorti, je crois, à l'automne dernier ou Non, il y a enfin, un an. oui, voilà, il y a un an à peu près. Je pense qu'on va d'abord poser le cadre parce que la question est, est-ce qu'il y a une définition officielle de ce qu'est le harcèlement? Quels sont les éléments qui peuvent nous faire dire qu'une relation est harcelante? Voilà, Marie, par exemple. Alors, j'insisterai sur la définition telle qu'elle est présentée sur le site, par exemple, Non au harcèlement du ministère, qui explique que le harcèlement, c'est à la fois des brimades répétées, qui peuvent être très petites, donc il y a l'effet de répétition. Il y a une disproportion des forces entre la victime, celui qui est cible des brimades, et les auteurs, et il y a donc une incapacité de la cible à se défendre par elle-même. Je souhaite tout de suite préciser que cette définition n'est compréhensible que si on comprend que le harcèlement est un phénomène de groupe. La répétition provient de l'effet de groupe
c'est parce qu'il y a un groupe nombreux qui est impliqué, bien plus nombreux que ce qu'on voit à l'œil nu, hein. Donc, il y a une partie très souterraine de l'action du groupe, qu'il y a répétition des brimades pour la cible, brimade dans tous les sens du terme, hein. L'isolement est une forme de brimade. C'est parce qu'il y a l'effet de groupe qu'il y a disproportion des forces et non parce qu'il y aurait des élèves particulièrement fragiles, particulièrement vulnérables. C'est vraiment l'effet de groupe qui crée cette disproportion des forces et c'est également l'effet de groupe qui implique cette difficulté extrême, c'est cette incapacité pour l'élève qui cible des brimades ou cible de l'isolement à, je dirais, se défendre de ce qui lui arrive s'il n'a pas un appui sérieux sur place dans l'établissement. Voilà. Peut-être qu'une dernière chose importante pour la définition du harcèlement, c'est de bien comprendre, j'élargirai un peu, de bien comprendre qu'il s'agit le harcèlement scolaire est très spécifique. Donc, le terme harcèlement nous pose problème puisqu'il est employé pour d'autres formes de harcèlement, comme celui entre adultes, le harcèlement professionnel, le harcèlement sexuel et tout ça. Le harcèlement scolaire est très spécifique. Il est lié à cette au collectif dans lequel l'élève est en permanence pris, donc ces groupes qui finalement induisent qui étouffe un peu la personnalité de chaque élève, hein, le fait d'être pris dans un collectif. Nous, enfin, les enseignants savent très bien, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais enseignante, qu'on peut avoir une classe face à soi extrêmement difficile, insupportable, et si on voit chaque élève individuellement, chaque élève est tout à fait charmant, intéressant, bien meilleur, je dirais, en face à face et seul à seul, que pris dans l'effet de groupe. Chaque élève pris dans l'effet de groupe perd quelque chose de ce qu'il a en réalité en tant qu'individu. Et l'effet de groupe, le collectif, malheureusement, est responsable de ces phénomènes d'intimidation, puisque c'est ce qui permet que des élèves qui ne sont pas du tout des monstres vont très mal se conduire les uns envers les autres. Du fait de cet effet de groupe, ils vont. D'ailleurs, il y a une question dans le chat très intéressante, quelqu'un qui a dit est-ce que le harcèlement envers les professeurs compte? Oui, les professeurs peuvent être aussi les victimes de cet effet de groupe, c'est ce qu'on appelle le chahut. Ce sont des victimes potentielles d'une certaine forme de harcèlement. Donc le harcèlement scolaire, il faut vraiment le comprendre comme un phénomène systémique qui naît naturellement de ces effets de groupe qui sont en permanence là et qui malheureusement aujourd'hui avec les réseaux sociaux s'étendent au-delà évidemment de l'expérience scolaire, se prolongent je dirais dans le quotidien des jeunes. Voilà, si je veux prendre un peu de hauteur, hein, vous voyez, par rapport à cette question du harcèlement scolaire, tout de suite aussi en mettant en question le terme même de harcèlement qui a été mal choisi, qui induit des confusions avec d'autres formes de harcèlement entre adultes hein, particulièrement, qui, elles, sont beaucoup plus empreintes d'intentionnalité de nuire, parfois de personnalité perverse. Ce n'est pas du tout ça, le harcèlement scolaire. D'accord ? C'est beaucoup plus l'effet de ce poids du collectif qui est en permanence là. Merci Marie-Gwenaëlle, peut-être tu veux rajouter? Oui, mais c'était déjà très complet. Moi, je vais juste donner la définition que donne Éric Verdier. Lui, il parle de micro-violences quotidiennes répétées. Voilà, donc on retrouve les éléments donnés par Marie. Nous, comme elle, on n'aime pas trop en fait parler de harcèlement et on parle plutôt de situation de bouc émissaire. Voilà, qui peut englober le harcèlement, mais qui est un peu plus large. Notamment, par exemple, vous voyez, on peut retrouver dans les situations de bouc émissaire le fait d'ignorer l'autre, qui est la première violence, en fait. On n'imagine pas trop, quand on parle de harcèlement, à cette situation-là, mais en fait, faire comme si quelqu'un n'existait pas dans une classe, c'est très violent. Voilà. Je crois qu'il y a un témoignage qui va être montré, oui. qui revient là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Voilà. Nous, pour définir cette situation, on utilise une grille de lecture partagée. Je reviendrai là-dessus après, quand on décrira les dispositifs, mais dans laquelle on retrouve les 4 postures, qui sont bien des postures donc harceleur, victime, sentinelle, donc qui va être rebelle par rapport à cette situation. Et puis, comme l'a dit Marie, et puis là, je ne vais pas revenir là-dessus, les spectateurs qui sont essentiels, en fait, parce que c'est bien le groupe qui fixe la norme. Nous, c'est l'expression qu'on utilise. Et donc, ces postures, en fait, elles tournent tout le temps. Et chacun, on peut retrouver, en fait, dans une même journée, des personnes différentes aux mêmes postures. Et en fait, on dit qu'il y a harcèlement quand elles se figent, c'est-à-dire qu'on retrouve constamment les mêmes personnes dans les mêmes postures et qu'elles se répètent, voilà, comme on a dit.
Oui, Voilà. c'est une situation qui peut être sous-jacente, une situation qui peut ne pas être visible, qu'il est parfois difficile à identifier. Et vous avez tous les deux travaillé, vous travaillez tous les deux sur des méthodes particulières de lutte et de prévention de ce harcèlement. Marie, toi, cette méthode, c'est la méthode dite de la préoccupation partagée. Le hasard fait que j'ai été formé à cette méthode avant le premier confinement et que malheureusement, je n'ai pas pu mettre en place et où j'ai très très peu travaillé dessus en raison des événements sanitaires, mais j'ai pu en éprouver au moins l'information et certains des effets dans mon établissement. Donc Marie, cette méthode mise au point avec Jean-Pierre Bellon, la méthode de la préoccupation partagée, quels en sont les fondamentaux et les principes? Alors, à la base, il y a un créateur qui est le psychologue Anatole Pikas, hein, le suédois Anatole Pikas, qui d'ailleurs est décédé le 1er novembre dernier. On lui rend hommage. À la base, il y a ce modèle d'entretien très bref avec les élèves qui sont impliqués en tant qu'auteurs dans une situation de harcèlement, d'intimidation. Des entretiens très brefs qui visent à les rendre sensibles, à les prendre à témoin de ce que vit un camarade qui est en souffrance du fait de leurs actes, mais on ne les accuse jamais, on les prend à témoin et on les amène à faire des propositions, des suggestions qui les impliquent pour que la situation de leurs camarades s'améliore. Donc c'est quelque chose de très très intelligent que Picasso a imaginé pour éviter tous les phénomènes de résistance chez ces élèves-là. On évite de les accuser pour éviter les phénomènes de résistance et pour les décentrer finalement de leur petite personne et les amener à expérimenter une forme d'empathie, mais en action, pas par leçon de morale, vraiment en action envers un camarade qui ne va pas bien. Tout ça, évidemment, étant possible grâce, je dirais, à l'autorité de l'adulte, l'influence qu'il a de fait de son autorité sur l'élève qu'il va rencontrer. Et toute la philosophie de la méthode vise donc à réindividualiser ces élèves qui sont pris dans des effets de groupe, hein, puisque Picasso parle de mobbing, hein, d'effets de groupe, de mobbing. Il emploie le mot mobbing pour désigner le harcèlement scolaire. Donc le mob, c'est le groupe qui se mobilise. L'idée, c'est de réindividualiser ces élèves, de les arracher à ce que le groupe arrive à leur faire commettre, à les ramener à leur sens moral, puisque la plupart du temps, ce sont des élèves qui ne sont pas les enfants des autres, ce sont nos enfants à nous. Hein. Les élèves impliqués, ce sont vraiment tous les enfants. Nous avons tous été complices de ce genre de situation quand nous étions à l'école et nos enfants sont tous impliqués un jour ou l'autre. On sait bien que sur 15 ans de scolarité, on a bien des occasions d'être pris dans ces situations, un peu dans tous les rôles, je pense. Donc, voilà, le génie de Picasso, c'est d'avoir compris ça et d'avoir bâti une méthode sur cette philosophie de la réindividualisation pour que chacun redevienne pleinement humain, je dirais, face à l'autre et échappe à cette déshumanisation créée par l'effet de groupe. Alors, nous avons avec Jean-Pierre Bellon, je dirais, adapté de façon très forte cette méthode au contexte français. On a clarifié les fondamentaux théoriques, on a préciser le rapport à la sanction, qui était très flou et qui a donné lieu à beaucoup de malentendus en France. Hein. Certains ont pris cette méthode comme du laxisme, ce qui est tout le contraire. Cette méthode ne peut d'ailleurs fonctionner que lorsqu'il y a une politique de vie scolaire très claire et très structurée et je dirais infaillible. Donc c'est tout sauf du laxisme. D'ailleurs, une méthode non blâmante ne peut être efficace que si le blâmant existe. Hein. Sinon, il n'y a pas de différence. On est dans un grand flou. On a aussi précisé beaucoup d'éléments en termes de temporalité pour éviter certaines erreurs classiques que les équipes font. Et enfin, on a développé énormément le soutien de l'élève cible et de sa famille, puisque ça, c'est quelque chose que Picasso avait tout à fait négligé, sans doute parce que dans le système suédois, le système scolaire suédois, le bien-être de l'enfant, le soutien à l'enfant qui ne va pas bien fait un peu partie, je dirais, du modèle du système scolaire suédois, ce qui n'est pas vraiment le cas en France, où il y a finalement assez de prise en compte du mal-être, que ce soit celui des élèves comme celui des enseignants d'ailleurs, et donc où on doit finalement apprendre à détecter la souffrance, apprendre à s'adresser sans maladresse à l'enfant qui est fragilisé, enfin voilà. Donc on a beaucoup développé cet aspect-là et on a, je dirais, refondé cette méthode pour qu'elle soit adaptée au contexte français,
en développant parallèlement d'ailleurs de plus en plus un deuxième protocole qui vise à traiter les situations de chahut et donc en quelque sorte la situation des enseignants qui se trouvent eux-mêmes objets de ce genre de brimade, finalement d'effets de groupe qui se retournent contre eux. Voilà, Est-ce que oui. l'on peut rentrer plus précisément dans les méthodes? D'abord, en précisant le vocabulaire. Par exemple, tu as utilisé le mot cible et non pas le mot harcelé. Mais bon, pour vraiment avoir moi-même travaillé en formation sur cette méthode, j'ai été surpris d'une certaine apparente simplicité. Oui. Vraiment, je dis apparente simplicité parce que ça demande une rigueur considérable, vraiment, à plusieurs étages dans l'établissement, qui soit au niveau de l'administration, au niveau des enseignants qui s'impliquent dans la méthode, au niveau du chef d'établissement. Et voilà, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut rentrer dans quelque chose de très simple et de très concret? Tel élève, Alors, d'abord la cible, le vocabulaire. Alors, on emploie le mot cible pour éviter le terme victime, que les élèves eux-mêmes n'aiment pas, et aussi avec l'idée qu'on veut traiter les situations avant qu'un élève soit réellement victime, au sens où il est en souffrance, où il est atteint, vous voyez, où il a des séquelles. Les situations de harcèlement ou d'intimidation, comme on aime bien nous employer plutôt le terme d'intimidation, justement pour ouvrir le champ, vous voyez, de ces souffrances, en perdant, en oubliant ce que le terme harcèlement induit comme fausse image de ce qui se passe. Alors que l'intimidation, elle apparaît, vous voyez, très jeune. Dès qu'on met un enfant à l'école maternelle, il peut être intimidé. On peut intimider, un groupe peut intimider un petit camarade, vous voyez. Donc, ces phénomènes apparaissent très tôt. Alors, on parle de cible des brimades, qui est un terme très technique, je dirais, mais qui évite, vous voyez, les connotations de victime ou de harcelé, puisqu'on n'aime pas ce terme de harcèlement. Et on parle d'auteurs, on parle d'intimidateurs présumés pour, en revanche, ceux qui participent aux brimades, qui sont du côté, je dirais, du groupe impliqué dans les brimades. Alors, la méthode repose donc sur deux grands principes. Donc, enfin, la méthode telle que nous, on l'a adaptée, puisque là, on sort de ce que Picasse a proposé. D'une part, un soutien inconditionnel de l'élève qui est donc cible, qui est en souffrance. Et ce qui nous intéresse d'ailleurs, c'est qui souffre et pas qui a fait quoi. On ne doit surtout pas chercher qui a fait quoi. Il ne s'agit pas de faire une enquête sur les faits. Il s'agit de repérer une souffrance. Qui souffre? Qui est mal, qui montre des symptômes de souffrance, vous voyez, c'est ça qu'on doit repérer. Cet élève-là, on va lui accorder une attention toute particulière, on va créer avec lui une relation d'alliance afin qu'il se sente parfaitement compris, entendu, rejoint, et qu'il puisse vraiment restaurer une forme d'estime de soi. Parce que vivre une situation d'intimidation, de harcèlement scolaire en tant que victime, c'est quelque chose qui très vite fait perdre la confiance en soi à ces élèves qui vont même plus se sentir légitimes et qui vont avoir tendance à se dire j'y suis peut-être pour quelque chose, je suis peut-être bizarre. Et donc la relation d'alliance vise à restaurer chez eux une réelle estime d'eux-mêmes en prenant très au sérieux leurs paroles, très au sérieux leur perception des choses, en les considérant comme des élèves absolument comme les autres, sans jamais les faire entrer dans des catégories d'élèves qui seraient fragilisés ou qui appartiendraient à tel ou tel profil, surtout pas raisonner en termes de profil, sinon on les enferme dans des catégories qui les condamnent. Donc, il s'agit de faire tout ce travail avec l'élève. Deuxièmement, ne pas aller sur il est harcelé, mais... Et ne pas aller, non seulement il ne faut pas aller sur il est harcelé, mais il a fait ci ou ça, mais il est... Voilà. Et même pas, il est harcelé parce que... Même ça, voilà. on ne veut pas l'entendre. Parce qu'il est premier de la classe, parce qu'il est plus gros, parce que ça ne veut rien dire. Il y a des premiers de la classe qui sont harcelés, il y en a qui ne sont pas harcelés, il y a des élèves... voilà. Donc, de toute façon, le parce que n'a pas de sens. Et si on commence à raisonner comme ça, on rejoint en réalité le point de vue des intimidateurs. Donc, pour l'élève cible, c'est très dangereux. Il faut se refuser à cette manière de raisonner. Ça, c'est toute la dimension de soutien à l'élève cible, très importante au sein même de l'établissement scolaire, afin qu'il ne développe pas de phobie scolaire, qu'il perçoive finalement dans l'établissement même une écoute, une bienveillance, une sécurité. Par ailleurs, grâce à tout ce que nous dira cet élève, on mettra en place très rapidement des entretiens extrêmement brefs, c'est-à-dire 2 ou 3 minutes,
donc qui peuvent se pratiquer pendant une récréation, Voire moins. sans même prendre toute la moins. récréation. Oui, voire moins. Un maximum de C'est 3 étonnant. minutes. Hein. On a donné comme durée maximum 3 minutes. Donc, les professeurs peuvent tout à fait mener ces entretiens pendant la récréation avec 1 ou 2 élèves de façon individuelle. Ce sont des entretiens individuels puisqu'ils visent à réindividualiser, où on a un seul objectif, c'est faire partager notre préoccupation pour le camarade qui ne va pas bien demander, susciter des suggestions, des propositions qui impliquent l'élève pour que cette camarade aille mieux. Alors c'est fait, il y a effectivement toute une rhétorique, il y a toute une technique, il y a une manière de le faire. Il y a bien sûr ça ne peut être efficace que si on incarne une préoccupation très authentique. On ne peut pas jouer la comédie. On incarne une réelle préoccupation, quelqu'un qui incarne vraiment la préoccupation pour le bien-être des élèves, est d'ailleurs extrêmement rassurant, y compris pour les élèves intimidateurs. Car parmi les élèves intimidateurs, parmi ce groupe ou de témoins, puisqu'on va prendre aussi des témoins, on les traite tous de la même manière, on va tous les traiter comme des témoins de la situation. Donc on peut aussi prendre des témoins. On va avoir un groupe d'élèves dans lequel l'intimidateur supposé va être inclus, ou les intimidateurs, est inclus, sans même lui dire on le suspecte de quoi que ce soit. On ne le suspecte pas. Voilà. Et puis on lui dit, écoute, et ainsi qu'aux autres camarades qui vont voir qui est un surveillant, qui est un enseignant, tout dépend de la personne qui est libre pour mettre en place sa méthode. Voilà, nous sommes inquiétés par tel élève. Nous sommes inquiets pour tel élève, oui. Voilà. Est-ce que tu as repéré quelque chose? Voilà, et là-dessus, oui, non. Si c'est oui, ah bon, tu as repéré quelque chose, tu pourrais m'en parler. Qu'est-ce que tu as repéré? Sans même aller sur la recherche de la responsabilité. Et puis, si c'est non, c'est est-ce que tu peux y être attentif? Absolument. Et c'est tout. Et écoute, on se revoit dans une semaine, tu peux y être un petit peu attentif, tu nous aiderais beaucoup. Préoccupation partagée. C'est ça. Donc, la préoccupation partagée et la recherche de suggestions. Si l'élève reconnaît que son camarade ne va pas bien, on va tout de suite lui dire tu as effectivement remarqué comme nous voilà, que cet élève n'allait pas bien. Je suis très content que tu l'aies aussi remarqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que toi, tu penses que tu pourrais faire pour que sa situation s'améliore? Et on va comme ça générer des propositions, des suggestions de la part d'élèves qui sentiront que finalement, on leur donne la possibilité d'échapper eux-mêmes à l'effet de groupe. On leur donne la possibilité de montrer autre chose que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent de leur propre personne. Vous voyez, là, on leur permet de sortir par le haut de ce piège dans lequel ils sont eux-mêmes pris. Et pour certains d'entre eux, qui sont pris dans ce piège et qui sont eux-mêmes parfois victimes au sein du groupe de phénomènes d'intimidation, parce qu'ils ont peur les uns des autres, sentir qu'il y a là des adultes qui se soucient du bien-être de chaque élève et qui ont une volonté forte, une volonté vraiment sans faille pour que les brimades s'arrêtent et pour que chacun adopte une posture, je dirais, humaniste, morale. C'est très rassurant pour eux aussi. Certains, au cours de ces entretiens, vont dire, mais moi aussi, on se moque de moi. Vous voyez, il y en a qui vont dire ce genre de choses. Alors, bien sûr, on reste centré sur la situation en cours, mais on garde ça en tête et on reviendra vers eux pour parler de leur situation, parce qu'on est en fait attentif vraiment à tous les élèves qui peuvent manifester une forme de souffrance. Voilà, donc c'est vraiment... Oui, merci Marie. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que en fait, le simple fait de savoir que l'on pourrait soi-même être soigné si on est harcelé fait du bien. C'est-à-dire que je ne suis pas certain de me faire comprendre. J'entends, on met en place cette situation qui est une situation de soin. J'entends le soin du prise en compte de la personne comme sujet, et cela fait du bien. Et les mots que vous utilisez dans cette méthode, donc préoccupation partagée, ne sont pas anodins, comme les mots qu'utilise la méthode que Gwenaëlle a travaillé, donc avec Éric Verdier, entre autres, qui est la méthode donc de sentinelle. Qu'est-ce que c'est que cette sentinelle, Gwenaëlle? Il y a quelqu'un qui va donc veiller sur les autres, qui va regarder loin, Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, c'est donc la méthode Sentinelle et référent qui a été créée par Éric Verdier, qui est psychologue communautaire.
sentinelles, ce sont les élèves, les référents, ce sont les adultes, en fait, dans cette pratique. Alors, ça part de plusieurs idées, mais les spécificités du dispositif, c'est la première chose, c'est qu'une des difficultés qui est majeure en fait, pour faire face aux situations de bouc émissaire et faire de la prévention, en fait, c'est qu'on arrive trop tard. Voilà. Et que c'est une situation qui a dégénéré. Tu veux dire par là que le but, c'est qu'il n'y ait pas de bouc émissaire, que ça ne commence pas, quoi. Ben, c'est ça, ça serait l'idéal. En fait, on crée des sentinelles et référents pour que tout le monde devienne sentinelle et référent dans l'établissement. En fait. Et en fait, il y a un des faits qu'on peut observer, c'est qu'il y en a qui savent très tôt, et les premiers, ce sont les élèves. Voilà, donc en fait, on va faire alliance avec les élèves et les former à repérer les situations au travers de la grille de lecture commune dont je vous parlais, que vous pourrez trouver soit dans le bouquin, mais aussi dans des liens qu'on va vous donner. Là. Et on va les former. Et alors, il y a vraiment un truc qui est d'une richesse incroyable dans cette formation, c'est qu'on part en formation 3 jours. Moi, j'ai vu beaucoup de collègues, vraiment, j'ose le mot, bouleversés par cette expérience. C'est que donc les élèves, on ne va pas les laisser seuls et on va former, surtout pas seuls face à cette question-là, et former un collectif sentinelle et référents. Et on part en formation avec les élèves, les profs réunis, les élèves et profs vivent la même formation, mais aussi les parents d'élèves. Il y en avait 2 lors de la première formation, ça continue comme ça. Des agents du collège, la CPE, la documentaliste, là, dans la prochaine formation, va partir une documentaliste, l'infirmière et le principal adjoint, donc Max Schuming, qui était à l'initiative. Donc, vous voyez, un collectif qui va se mobiliser. Et concrètement, alors ça donne quoi? En fait, on a toutes les semaines, chaque semaine, un rendez-vous où les sentinelles, les référents et les adultes référents se réunissent pour, alors tout ça sur la base de la libre participation. Hein. Si on veut partir du dispositif, ce n'est pas du tout imposé. On peut se réunir, on se réunit pour établir des diagnostics partagés. Et en même temps, on va définir les actions qui nous semblent les plus appropriées. Donc, par exemple, quand on fait les diagnostics, au tout départ, quand vous faites une formation comme ça aux situations de bouc émissaire, en fait, les élèves ils ont tendance à en voir partout. Hein, c'est-à-dire, ils voient le schéma, ils disent « Ah oui, ouais, machin. » Donc là, on va apprendre à discerner un petit peu entre une petite altercation, quelque chose qui est en train de se répéter, etc. Voilà. Et puis ensuite, on va réfléchir à la manière dont on pourrait intervenir. Donc, est-ce que ce serait plutôt une première chose? Par exemple, il y a quelque chose qu'ils font très bien, c'est repérer un élève isolé et un élève de 6e, beaucoup qui arrive et qui est un peu tout seul dans la cour, etc. Et lui proposer tout simplement d'aller manger avec lui. Voilà, c'est un truc qui paraît tout bête, mais qui permet d'éviter une forme d'isolement, oui, juste comme ça. Ça peut être une action toute bête. Après, il peut y avoir des situations qu'on repère comme étant beaucoup plus enquistées. Vous voyez, on va avoir des degrés d'intervention. Et puis, petit à petit, ce qui est intéressant à noter, je trouve aussi, c'est que nous, on ne s'est pas enfermé dans l'outil. C'est-à-dire que je pense qu'aucun outil n'est parfait en soi et qu'en plus, c'est très profitable d'aller voir un peu partout, surtout en termes de lutte contre le harcèlement. Il y a certaines écoles qui ont créé un peu des chapelles comme ça, où ça doit être comme ça. Donc là, il y a un peu à apprendre partout. Je dirais qu'il y en a qui sont plus centrés, pour résumer, centrés sur la victime, ou centrés sur le groupe, ou centrés sur le harceleur. Bon, et en tout cas, par exemple, nous, on a découvert, après 2 ans, on a été formés, la préoccupation partagée. On a trouvé ça vraiment une pièce du puzzle en plus, et vraiment extra. Donc, on s'est formé petit à petit à utiliser ça, des heures de vie de classe, des fiches outils, etc. Et donc, on a construit ça petit à petit avec l'équipe. Voilà. Et on est arrivé à un grand nombre de fiches qu'on peut retrouver parce qu'il y a pas mal de gens du collège qui vont participer au livre. Là. Donc, on retrouve tout ça là-dedans. On retrouve à la fois des témoignages très concrets et des fiches outils. Voilà ce que je peux dire. Je pourrais en parler pendant 2 heures, mais on n'a pas de… Oui. Mais ce qui est les 2 méthodes…
Moi, je connais moins la méthode Sentinelle hein, pour ne pas l'avoir éprouvée moi-même, mais l'important des deux méthodes, c'est le groupe. Ça me semble être, il y a une action par le groupe et une action sur le groupe. C'est-à-dire, Marie, toutes ces personnes qui vont, tous ces élèves que l'on va solliciter en leur disant, on est inquiet pour un tel ou une telle, ne vont pas rester sans réaction. Et d'ailleurs, la formation que j'ai reçue nous disait, attention, il faut prévenir la victime parce qu'il risque de... Il va se passer quelque chose autour de lui. Des gens vont venir s'adresser, des élèves vont venir s'adresser à lui pour lui poser des questions. Est-ce que ça va? Des choses comme ceci. On est d'accord qu'on a là un groupe d'un seul coup qui va se mettre en mouvement vers un élève. Oui, on veut inverser la dynamique de groupe qui est dans une mauvaise disposition, une mauvaise attitude envers un élève qui est effectivement une sorte de bouc émissaire. Je suis d'accord avec ce terme qui a été employé par Gwenelle. Effectivement, il faut inverser l'effet en travaillant sur un changement de posture individuelle de chaque élève, qui va se produire de manière différente d'un élève à l'autre. Chacun a une sensibilité différente, chacun aura une manière différente de réagir à ces entretiens, mais quelque chose de différent va être infléchi dans le groupe, à condition évidemment qu'on voit un nombre d'élèves suffisant aussi pour que cet effet de groupe soit inversé. Oui. Et bien sûr qu'on accompagne, comme on accompagne parallèlement l'élève cible et qu'on le revoit très régulièrement, et en particulier après avoir mené la première série d'entretien avec les élèves intimidateurs présumés ou témoins, on va revoir l'élève cible pour s'assurer aussi que les choses évoluent du bon côté en ce qui le concerne lui, parce que ce qui nous intéresse, c'est que ça s'améliore pour lui et qu'il puisse nous le dire. Évidemment, si ça ne s'améliore pas ou qu'il y a la moindre chose qui ne va pas, on est là pour réagir très vite. Oui, on va bien sûr avec lui l'accompagner pour que tout ce qui se passe de différent lui soit favorable, qu'il le prenne bien, qu'il puisse lui-même reprendre confiance Oui. dans cette relation avec ses camarades. Voilà, ça permet d'apaiser, je dirais, toutes ces relations, de remettre tous ces élèves dans un lien qui soit beaucoup plus apaisé, plus sain, les faire sortir de tous ces pièges finalement, des relations qui peuvent se détériorer parfois très très vite, hein, simplement parce qu'on les néglige. Voilà, Et puis parce que enfin, on travaille sur l'humain, quoi. absolument, voilà. Jean Houry disait, qui était un psychiatre absolument formidable, qui a travaillé, lui, sur le groupe, puisqu'il a mis en place la psychothérapie institutionnelle. C'est le frère de Fernand, hein, il faut le rappeler. Donc Fernand, lui, la pédagogie institutionnelle, qui travaille sur le groupe. Et Jean Houry disait, quand ça va bien, je me méfie. En gros, c'est tout est calme. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Absolument. C'est là où je commence à être attentif. Ça va. Quand j'ai lu ça un jour, je ne sais plus, c'est dans les séminaires je ne sais plus si c'est les séminaires de Sainte-Anne ou de la clinique où il était, dont j'ai oublié le nom, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tiens, là, quel est le feu sous-jacent du groupe? Moi, je vous propose qu'on on va essayer une innovation qui est une innovation qui n'est pas une innovation. Je vais vous faire entendre à tout le monde une vidéo en n'oubliant pas de partager l'audio. C'est une collègue, une membre des cahiers pédagogiques, Rachel Aran, que nous saluons, qui est peut-être là, je n'ai pas fait attention, et que nous remercions, et qui nous a fait ce court témoignage de ce qui s'est passé dans sa classe. Elle était dans le premier degré. Donc voilà, je partage cette courte vidéo. Donc voilà, nous, en tant qu'enseignants du premier degré, on surveille les récréations et dans les petites écoles, notamment, on est régulièrement en récréation et on a toutes ces situations d'enfants qui viennent nous voir. Et alors oui, un tel, il m'a poussé, un tel, il m'embête, etc., etc. Alors, cette difficulté, c'est que souvent, on a un peu toujours les mêmes élèves qui viennent nous voir et on finit un peu par être énervé voilà. Et puis,
du coup, ces élèves acquièrent aussi un peu cette image d'élèves caliméros, d'élèves qui se plaignent tout le temps, et puis on n'arrive plus forcément à gérer ces situations, et on finit par être exaspéré. Et comme une année, j'étais un peu exaspérée par ces situations-là, j'avais mis en place dans ma classe ce qu'on appelle la boîte à disputes. Donc, c'est quand les élèves venaient me voir pendant la récréation ou au retour de récréation pour se plaindre de quelque chose, je lui disais, bah, tu prends un papier, tu l'écris, tu mets dans la boîte à disputes, et puis vendredi, on prend 1 heure tous les vendredis, j'ouvre la boîte et on fait lecture des mots. Et donc voilà, le principe, c'est je lis, l'élève qui a écrit le mot explicite sa situation, ensuite l'élève qui est accusé dans la situation a aussi un droit de parole, il explicite ce qui s'est passé, sachant que les autres élèves, eux, n'ont pas le droit d'intervenir, ils sont juste auditeurs. Et puis au fur et à mesure de la mise en place de ce dispositif, il y avait de moins en moins de mots, en fait, il y a eu disparition un peu de toutes les petites choses, voilà, les élèves géraient entre eux leur situation. Sauf que restaient aussi régulièrement des situations où revenait toujours le même élève. Et cet élève, au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il était justement le bouc émissaire du groupe des CM2 de l'école, alors sachant qu'il y avait peu d'élèves, hein, ils étaient 6 élèves de CM2, et que lui, toutes les situations tournaient autour de cet élève-là. Donc, soit il en était victime, soit il était de son côté... voilà, après des actions violentes parce qu'il réagissait, il donnait des coups de pied, il poussait, etc. Mais ce dispositif, en fait, a été révélateur d'une situation de harcèlement dans l'école et dans la classe. Merci donc à Rachel de ce témoignage. Ce qui est sensible là, c'est l'écume dans lequel nous vivons. Enfin, en tant qu'enseignant, on est dans un mouvement perpétuel, et dans tout cela, il faut pouvoir distinguer ce qui est sous-jacent. Voilà, il faut retrouver du calme pour voir apparaître quelque chose. Marie, une réaction. Comment mettre à jour ces situations de harcèlement? Je veux bien prendre la parole, mais je crois que Gwenaëlle voulait réagir tout de suite. Ah bah Gwenaëlle, pardon, je n'ai pas vu. Je voulais pas... Vas-y, Oui. Gwenaëlle. Oui, non, je voulais juste rebondir sur la vidéo par rapport à cet outil-là, en fait, qui vient de la boîte à bagarre de Janusz Korczak. Je ne suis pas sûr de prononcer très bien le polonais. Korczak, oui. Pédagogue polonais, qui disait à ses élèves, en fait, qui met en place une situation en disant, alors, c'est bon, vous pouvez vous battre, mais à une condition, il faut que vous vous préveniez 1 semaine à l'avance. Voilà. Donc, alors, je ne recommande pas, notamment aux plus jeunes enseignants qui démarrent de le formuler comme ça, mais en fait, derrière cette idée, il y a l'idée de différer et d'institutionnaliser. C'est des principes de pédagogie institutionnelle que certains connaissent certainement là, ce soir. Je décris vite fait. Donc, c'est une boîte à disputes ou boîte du conseil d'élèves, parce qu'on n'est pas obligé de mettre que des disputes dedans. Et chacun fait un peu son format. Mais en tout cas, le principe, c'est que les élèves, ils ont à disposition des feuilles toutes simples pendant toute la semaine, que moi j'appelais ça fiche d'incident, incident ou message clair. En faisant cette distinction qu'un incident, c'était quelque chose pour lequel on demandait une réparation, et un message clair, bon, il y a plein de vidéos, allez voir ça, qui sont décrites, mais c'est juste, en fait, on dit un souci, mais on ne veut pas spécialement de réparation, mais on dit, j'ai ce problème-là, un tel n'arrête pas de m'appeler grosse patate pourrie, j'en ai marre, j'aimerais bien qu'il arrête. Voilà. Et on le dit officiellement dans le groupe, et en fait, juste de dire ça, parfois, ça suffit que ça s'arrête. Voilà. Et donc ça, j'encourage les jeunes enseignants qui nous regardent là, à mettre ça en place. Il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures, ce conseil d'élèves. On institutionnalise, par contre, c'est très important, c'est-à-dire que les élèves sachent qu'il aura lieu et que mon problème sera abordé. Donc, on ritualise ça vraiment. Et les élèves posent il y a vraiment ça, on pose son problème dans la boîte, et déjà, ça permet de souffler, et après on le reprend à froid, et les élèves savent que ça sera traité. Voilà. C'est ce principe-là qui est décrit, et pour l'avoir pratiqué en SECPA, ça porte ses fruits.
Oui, moi je l'ai pratiqué en tant que professeur principal de sixième. J'appelais ça la boîte à tout parce qu'on pouvait tout mettre dedans. Enfin, ça permettait de mettre les petits bonheurs, les petits malheurs, les remarques, les anniversaires, quelque chose qui Voilà, rester dans encombre. les trucs. Ouais, ouais. Et oui, ça encombre et ça a besoin d'être dit. Et surtout, une fois que c'est posé là-bas, si ça encombre, c'est là-bas et ça tourne pas en nous et ça permet de oui, de différer d'apaiser certaines tensions. Marie, tu voulais réagir aussi à cette vidéo de Rachel. Oui, oui, je trouve extrêmement intéressant ce qu'a fait cette enseignante. L'idée, c'est effectivement d'arriver à y voir plus clair sur parfois l'espèce de confusion de toutes les situations, une certaine forme de désordre. Hein. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce que dit Gwenaëlle, enfin, toutes ces démarches qui visent à un peu structurer finalement les plaintes et un peu mettre de l'ordre dans tous les phénomènes de désordre et de difficultés qui se présentent, c'est que ça, bien sûr, ça amène les élèves eux-mêmes à penser ce qu'ils vivent, à prendre au sérieux ce qu'ils vivent, et ça leur montre que l'adulte prend au sérieux ce qu'ils vivent. Et en face, ça amène l'adulte lui-même, je dirais, à accorder à ces éléments-là du quotidien une importance réelle, un temps donné qui permet finalement à l'adulte aussi, vous voyez ce qu'elle raconte de façon très intéressante, c'est qu'elle-même a, grâce à ce dispositif, pu remarquer qu'un élève, finalement, était tout le temps pris dans les boucles. Et le phénomène de répétition qui passe inaperçu lorsqu'on ne met pas en place des outils d'observation ou voilà, de structuration un peu de tous ces micro-événements, là, le phénomène de répétition lui a sauté aux yeux. Et voilà, donc je trouve que ce soit ce qu'elle a fait, que ce soit ce que vous avez décrit vous aussi, Jean-Charles et Gwenaëlle, c'est très intéressant des deux côtés, hein, à la fois du côté des élèves comme du côté des enseignants. C'est l'idée de prendre au sérieux finalement cette partie du vécu scolaire comme un élément essentiel à traiter dans le temps scolaire. Hein. Et pas Oui. juste se dire on va faire avec et tant pis, il n'y a que les apprentissages qui comptent. Non, c'est Ça, mettre. c'est très Voilà. important. Là, je te remercie. C'est vraiment très sérieux. C'est vraiment, c'est quelquefois difficile. Hein. Moi, j'ai un élève qui a eu 4 anniversaires dans l'année et qui a eu 2 vélos ou 3 vélos, je ne sais pas quoi. La répétition interpelle. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il y a une troisième oreille qui se met en place et on est en train on se pose la question, mais oui, il est toujours en train d'intervenir pour dire des petits bonheurs, mais qu'est-ce qu'il est en train de, pourquoi veut-il tout le temps que je m'intéresse à lui? C'est un phénomène extrêmement intéressant et ça permet aussi d'éviter tout ce que deux génies de la pédagogie qui étaient Catherine Pochet, qui est maintenant à la retraite et qui était une jeune institutrice dans les années 70, qui a beaucoup travaillé avec Fernand Houry cette fois-ci, donc la pédagogie institutionnelle, et qui ont écrit des livres absolument magnifiques comme l'année dernière J'étais mort, signé Miloud, que tu dois connaître, Gwenaëlle, je pense, qui est un grand, grand livre. Catherine Pochet est travaillée sur ces éléments qui venaient faire écume dans la classe et qui gênaient tout le monde et appelait ça ces petits conflits, elle appelait ça des tas de sable. Et j'ai mis en place ce tas de sable et quand il y avait des plaintes qui ne paraissaient pas importantes, on avait très rapidement un élève qui disait tas de sable. Foutez-nous la paix avec ça. Et finalement, ces tas de sable se réglaient sans nous. Ça nous allégeait le travail, ça allégeait les récréations en tout cas, et les élèves pouvaient régler beaucoup, beaucoup de problèmes pour laisser apparaître les autres. Ben, on n'a pas encore entendu de chat, je suis désolé, j'étais pris dans l'écoute. Comment est le chat? Alors, pas de souci. Non, il y avait. Alors, ça a été très calme et puis ça s'est réveillé d'un coup avec. C'est toujours comme ça. Hein. Et ouais, avec pas mal de questions passionnantes et centrales. Alors, pour rebondir peut-être tout de suite sur cette idée de micro-phénomène, de micro-événement, tu disais Marie, est-ce que avec cette histoire de prendre le harcèlement comme filtre,
est-ce qu'il n'y a pas un risque de surréaction ou de tout voir par ce filtre du harcèlement, tous les conflits, tous les micro-conflits? Est-ce que c'est une différence finalement de degré ou de nature entre… Je pense qu'il y a un continuum entre les petites brimades et le harcèlement. Donc, il faut agir le plus vite possible. Et alors, l'avantage de la mise en place, en tout cas de la méthode de la préoccupation partagée, c'est que ce ne sera jamais dangereux de la mettre en place. Imaginons qu'on la mette en place alors même qu'il y a finalement 3 fois rien. On ne prend aucun risque. C'est une méthode non blâmante. Au pire, on aura pris à témoin certains élèves du mal-être d'un camarade. Voilà. Bon. On ne les accuse pas, on ne menace pas, on n'entre pas. Vous voyez, au pire, on aura passé un peu de temps avec un élève qui n'a pas l'air d'aller très bien. Peut-être que finalement, il affabule et qu'on ne le harcèle pas. Et alors? Finalement, s'il affabule et qu'il raconte ce genre de choses, ça lui aura peut-être fait du bien quand même de sentir qu'au moins on le prend au sérieux, au moins on est là pour l'écouter. Et ça nous permettra peut-être de détecter une autre forme de mal-être chez lui, après tout. Donc, l'avantage de cette méthode, et ça, on a vraiment beaucoup travaillé sur ce point-là avec Jean-Pierre Bellon, c'est de la rendre parfaitement inoffensive. On peut toujours l'appliquer. Et finalement, l'intérêt de la mettre en place, je dirais le plus possible, c'est que ça envoie un message fort aux élèves. C'est nous sommes attentifs au bien-être de chacun. Et nous vous faisons confiance pour trouver des solutions et être vous-même, vous montrer meilleur que l'impression que vous nous donnez au premier abord quand vous vous conduisez comme ça. Vous voyez, nous faisons confiance à ce qu'il y a de bon en vous. Donc, il y a quand même vraiment derrière tout ça, je trouve une éthique qui s'affirme et qui est extrêmement rassurante pour les élèves. Hein. C'est le regard attentif de l'adulte, c'est, vous voyez, le regard soucieux, attentif et confiant en même temps et valorisant de l'adulte pour les élèves. Donc, il me semble que c'est pas très grave de la déployer un peu trop et qu'au contraire, c'est en la déployant que des situations un peu cachées qui ont Pardon, du pardon mal Marie. à ressortir. Est-ce que vous pouvez laisser, s'il vous plaît, vos micros éteints? Je viens d'en éteindre 3 fois le même. C'est assez désagréable. Je vous remercie. Ça donne des interventions un peu hachées. Pardon Marie, je t'ai Il n'y interrompu. a pas de mal. Voilà, donc c'est simplement, je pense que c'est, on se rend compte avec les équipes qui mettent en place cette méthode qu'au début, ils vont traiter quelques petits phénomènes finalement pas trop graves, parce que c'est souvent les situations les moins graves que les élèves racontent le plus vite. Les plus graves souvent sont cachés, mais au bout d'un moment, les plus graves vont pouvoir ressortir. Parce que justement, tous ces messages très forts d'attention à l'autre, de souci de celui qui ne va pas bien, vous voyez, vont finir par rassurer en profondeur les élèves. Et même ceux qui, au départ, ne voulaient rien dire, ne voulaient pas parler, vont finalement prendre confiance dans les adultes. Il y a une forme aussi voilà, de lien qui se restaure, sans doute entre les élèves et les adultes de l'établissement. Trop souvent, les élèves ont l'impression que les adultes s'en fichent, ce qu'il faut, ou que les adultes ne se rendent vraiment compte de rien, ni comprennent rien. Si vous voyez le film Un monde, ce fameux magnifique film de Laura Vandel là, qui vient de sortir, on voit ce point de vue des enfants qui a le sentiment que les adultes sont, à part quelques exceptions, sont vraiment incapables de comprendre ce qu'ils vivent, les enfants. Vous voyez, donc, recréer ce lien où les adultes montrent à l'enfant qu'ils prennent conscience et qu'ils sont très attentifs à ce qu'il vit. Je crois que ça, c'est quelque chose qui pacifie beaucoup, qui apaise, qui rassure et qui peut vraiment, qui est de nature à pacifier le climat scolaire. Gwenaël, peut-être Gwenaël, pardon. Ben, le chat encore peut-être? Oui. Ah ben, en fait, c'était pour revenir. Enfin, ça fait voilà, dans la continuité, c'est que on peut faire le lien peut-être avec le petit sondage du début sur avez-vous été harceleur? En fait, personne n'a répondu oui. Il y a eu pas mal de personnes qui ont dit qu'ils ne pensent pas l'avoir été ou qu'ils n'espèrent pas l'avoir été. Voilà, ceux qui l'ont été, voilà, soit ne s'en sont pas aperçus. Effectivement, une intervention voilà, par petite touche, par tact, peut peut-être suffire à arrêter un démarrage de harcèlement. Ensuite, d'autres questions, oui, alors sur des points bien précis. D'abord, la place du conseil de vie de classe au collège, notamment. Quelle place lui donner dans la régulation des conflits et notamment dans la prévention du harcèlement. Ensuite, une question qui revient au début de la discussion sur des ressources spécifiques par rapport au chahut, par rapport à des professeurs, notamment débutants ou pas d'ailleurs, qui seraient victimes de chahut dans leur classe. Et une petite précision demandée à Gwenaël sur
les sentinelles sont-ils clairement identifiés par les autres élèves? Ou est-ce que ça tourne? Et où ça peut se mettre en place au premier degré? Dans le premier degré, tu veux dire? Oui. Alors là, il y a plusieurs Gwenaël. questions. Il y a plusieurs questions dans tout ça, mais d'abord, j'aimerais revenir sur est-ce qu'on a été harceleur? Alors, Ouais. c'est pour ça peut-être aussi qu'on n'aime pas trop le terme, mais en tout cas, ce qui me semble assez, j'ai pas envie de dire certain, parce que les certitudes, il faut s'en méfier, mais on a tous participé à des situations de harcèlement, en tout cas, par le fait qu'on a été dans un groupe. Et donc, en fait, qu'on soit témoin plus ou moins actif, vous voyez, parce que rire à une blague, on l'a tous fait, ça. Vous voyez, celui qui se prend la blague dans la classe, là, voilà, puis on est là, bah oui. Voilà. Et puis après, peut-être qu'on s'en veut, peut-être pas, mais en tout cas, on y a participé. Voilà. Et il y a aussi quelque chose à dédramatiser par rapport à ça et à comprendre. C'est ce qui est très intéressant, je trouve, dans la notion de posture. C'est-à-dire on n'est pas un harceleur toute la journée, y compris pour le harceleur. C'est-à-dire qu'il est en posture à ce moment-là. Et les postures tournent. Hein. C'est-à-dire que si le groupe décide que le harceleur, c'est le salaud, ben, il devient harcelé. Ou une, hein, d'ailleurs. Mais vous voyez, à l'adolescence, c'est « Ah, ça se fait pas, ça se fait trop pas ». Bon, bah, si ça se fait trop pas d'un coup, c'est celui qui fait les trucs qui se font trop pas qui devient la personne harcelée. Donc, vous voyez, il y a des phénomènes comme ça où on a tous participé à ça. Et en disant « Oh là là, ça se fait pas » et en mettant une personne au banc, on a peut-être fait une victime. Tu pointes, pardon, à quelque chose d'important, parce que là, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de profil type d'harceleur, quoi. Non, faut pas. C'est très dangereux d'arriver dans des profils, comme disait Marie. Si on enferme les gens dans. Éviter le phénomène de bouc émissaire, c'est éviter les étiquettes. Donc en fait, on va se retrouver à reproduire une étiquette, en fait. Et on va rester dans une espèce de truc infernal comme ça. Donc, oui, non, c'est très dangereux de poser les étiquettes. Et d'ailleurs, y compris, donc là, on fait le lien avec les sentinelles, sont-ils. C'est une des difficultés, ça, je ne vais pas la nier. C'est-à-dire que si les sentinelles sont identifiées comme sentinelles, ça pose la question d'une nouvelle étiquette et d'un groupe qui seraient les seuls rebelles à agir contre le harcèlement. Vous voyez, le paradoxe du truc. Donc, en fait, nous, les élèves qui sont partis en formation ont choisi d'être sentinelles. Et on explique qu'il y a des élèves qui ont participé à cette formation. Et il y a différentes pratiques. Il y a des établissements, j'ai vu des lycées où carrément les photos et il y avait un bureau des sentinelles identifié et mis partout dans le lycée. C'était le lycée où on avait les rencontres d'été d'ailleurs l'année dernière, les rencontres d'été du CRA. Voilà. Après, il y en a d'autres. Nous, c'était plus discret. Mais en tout cas, il y avait une sensibilisation dans tout le collège, dans tous les sixièmes qui arrivaient, il y avait une sensibilisation. Et puis aussi une sensibilisation dans tous les CM2 pas de la circonscription, mais vous voyez, de la zone autour du collège. Du secteur et donc, scolaire. du coup ça crée un cercle vertueux, si je puis dire. C'est-à-dire que les parents étaient rassurés de savoir qu'il y a dans ce collège ce dispositif-là, etc. Oui, donc c'est intéressant. Marie, voilà, j'ai peut-être oublié une question, mais laisse non, Marie. mais on a des points à vraiment à tenir, je pense, il va falloir aborder effectivement le chahut. Ça me semble être… Oui, le chahut, c'était ça sur Marie. Oui. Mais on va y revenir. Et il y a aussi le point de… Et ben voilà, il m'échappe à l'instant. Oui, du cyberharcèlement. Ça va être un point… C'est les deux questions que j'ai trouvées assez importantes. Est-ce qu'on les aborde tout de suite? Peut-être que je voudrais bien vous montrer une deuxième petite vidéo, cette fois-ci qui est celle qui est vue par le regard d'une professionnelle d'une professionnelle du regard, qui est une psychologue scolaire, Delphine Riccio. Delphine, je suis désolé, je ne sais pas comment on prononce ton nom en fait, qui est également membre des cahiers pédagogiques et qui fait ce témoignage formidablement intéressant où elle va parler d'un type de harceleur auquel finalement on ne pense pas. Alors je vous montre cette vidéo à l'instant.
Pourquoi est-ce que le partage ne veut pas se lancer? Je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi. Toutes mes excuses, voilà. Cognac G. Ça y est, c'est parti. Quand j'arrive dans une classe pour une intervention collective, je vais être sensible à la question des harcelés, que j'appelle les harcelés silencieux. C'est-à-dire qu'il y a les harcelés bruyants, qui vont être repérés par la communauté éducative ou signalés par les autres élèves. Et puis, il y a les harcelés silencieux. Alors, ces harcelés silencieux, en fait, ce sont des élèves qui sont plutôt timides, réservés, introvertis, plutôt sur le repli sur eux-mêmes. Alors, ce n'est pas une science exacte puisque j'interviens dans une classe dont le groupe est déjà organisé, notamment organisé par l'enseignant. Donc, sur les classes en îlot, par exemple, les groupes sont déjà organisés. Je les invite à se mettre en groupe. Donc, il y a deux possibilités. Soit je les invite à se mettre en groupe par rapport à leurs voisins, ou sinon ils sont libres de leur placement. Et là, très rapidement, je vais observer qui sont les élèves qui se sont en difficulté pour se mettre dans un groupe. Leur corps est mal à l'aise, ils ne savent pas vraiment où se placer. C'est difficile pour eux, du coup, de s'inclure, ou ils vont aller se positionner, mais un petit peu sur le repli. Parce que souvent, sur la question du harcèlement, le harcèlement, c'est un mot qu'on a en commun pour venir dire, prévenir. Et en fait, on va dire que généralement, ce sont des marques répétées d'agression envers un élève. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le harcèlement, c'est aussi le rejet. Et donc, moi, c'est à partir du prisme de la question du rejet que je vais plutôt repérer les potentiels harcelés silencieux. Parce que ces enfants qui ne sont inclus par personne dans les groupes, qui sont toujours en fait un petit peu regardés de travers, le silence peut aussi être une forme de rejet qui est très fort violemment. Donc finalement, quand il va y avoir des mots ou des signes d'agression, c'est plus une forme de goutte d'eau qui vient faire déborder le vase et qui s'inscrit dans un continuum de relations. Quand un enfant n'arrive pas à être dans des relations interpersonnelles alors que nous sommes des humains et donc des profondément sociaux, nous avons à nous inquiéter quand un élève a du mal à tisser du lien social avec les autres. Voilà, je pense que ce qui est intéressant, parce que Delphine est extrêmement précise, et pour avoir eu la chance de travailler avec elle, je sais qu'elle elle fait très attention aux mots qu'elle utilise, et entre autres, là, elle a vraiment dit au potentiel harcelé silencieux. Elle n'a pas dit au harcelé silencieux, elle est vraiment très précise dans les termes qu'elle utilise. Marie, peut-être une réaction? Oui, moi je trouve extrêmement intéressant ce témoignage de psychologue scolaire, cette attention évidemment aux élèves qui sont mal à l'aise. Et vous voyez, c'est tout ce problème du groupe. En fait, on attend des élèves qu'ils se sentent à l'aise dans le groupe. C'est extrêmement difficile. Enfin, on peut même le vivre encore en tant qu'adulte, hein, quand tout le monde arrive dans des groupes. Est-ce qu'on va trouver sa place? Et ça, effectivement, ne pas pouvoir facilement rejoindre un groupe, être ignoré des autres, ou alors parler et ne pas recevoir d'attention lorsqu'on parle. Enfin, c'est effectivement cette capacité qu'elle décrit d'attention à ces petites choses-là, c'est fondamental. Donc, vous voyez, je trouve qu'elle met le curseur au bon endroit, c'est-à-dire être attentif à ces toutes petites choses, ne pas attendre que ça devienne des brimades graves. Elle a tout à fait raison. Et moi, je pense qu'il y a ce continuum entre le malaise d'un élève et le harcèlement le plus grave. Ça passe par toutes ces étapes, par toute cette progressivité, et effectivement l'élève qui sera toujours à l'écart, et ben, ce sera beaucoup plus facilement un bouc émissaire le jour où il y aura tout à coup des actions plus violentes, plus négatives qui émergeront. Voilà, donc je trouve que son témoignage est vraiment très précieux, et
Moi, je pense qu'on doit... Enfin, si j'avais quelque chose à dire à un jeune collègue qui voit une classe entrer devant lui, ça serait par exemple, de commencer en posant la question: de où venez-vous? Posez la question à la classe: qui était, vous connaissez le secteur scolaire de vos élèves, qui était dans l'école de Lormolou, l'école du coin, et d'un seul coup, vous vous apercevez que tous les élèves de Lormolou sont placés au même endroit dans la classe. Puis les élèves de l'école du centre sont placés au même endroit. Et puis, il y a une élève ou un élève qui est tout seul au milieu, et lui, il vient de 50 km parce qu'il a déménagé. Et c'est celui-ci dont il faut prendre soin tout de suite, je trouve. Tout de suite, il faut briser son isolement et faire en sorte qu'il soit intégré dans le groupe. J'entends par là, pardon, je ne veux pas être injonctif, mais un groupe doit exister après un autre groupe. Il faut presque briser le groupe d'avant qui peut être un frein à l'établissement du nouveau groupe en début d'année. Et ça me semble, moi je suis très très sensible aussi à ce qu'a dit Delphine. Gwenaël, tu veux réagir aussi dessus? Gwenaël. Non, mais dire, parce qu'en fait, redire ce que je viens de dire dans le chat, c'est vraiment prendre conscience du fait que faire comme si quelqu'un n'existait pas est une réelle violence. C'est ce que je disais au départ, et c'est ce que nous montre là très bien, enfin, décrit très très bien Delphine. Et, qu'est-ce que ça peut être les signes d'une personne harcelée? Donc là, Delphine montre vraiment cette... On a la répétition de la plainte dont parlait Rachel. On a ici l'isolement physique, peut-être l'élève qui est mal assis, qui est mal dans son corps, quoi. Quels autres signes peuvent t'inquiéter? Oui, il y a des situations qui sont très alambiquées. Il faut beaucoup se méfier. On en parlait en préparant avec Marie. En fait, il y a des situations, par exemple, où vous avez l'impression que c'est un élève qui est harceleur. Et en fait, en creusant la situation, c'est lui qui est en fait actuellement harcelé par d'autres biais. Alors surtout, c'est peut-être le moment de faire le lien avec le cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'avec on découvre qu'il y a des situations qui étaient complètement enfouies, ou alors nous, en ouvrant la boîte de Pandore, parce que c'est clair que quand vous commencez à en parler, comme on est dans un milieu français qui a mis ça malheureusement pour certains collègues, on n'est pas là pour éduquer, hein, donc du coup ça crée ce genre de truc. Et quand vous ouvrez le sujet, vous vous rendez compte, nous on a des élèves qui disaient, un peu comme le témoignage touchant là, de Karine, des élèves qui vous disent, mais moi c'est depuis CE2 là, et comme je suis resté dans le quartier, comme je suis là dans le collège du quartier, etc., ça continue en fait. Mais et puis, nous, on avait une gamine, je me souviens très bien de ça, enfin, il y en a eu plusieurs, malheureusement, mais elle nous disait, moi, j'étais la fille au poteau. J'allais à toutes les récrés, je me mettais là au poteau, et je voyais les gens qui passaient, etc. Donc, elle était collée invisible au poteau. Enfin, et ça peut durer très longtemps. Harry? Voilà. Alors après, je ne sais pas si on peut faire le lien avec le Oui, cyberharcèlement. je voudrais qu'on aille sur ce cyberharcèlement, Je pense qu'il y a peut-être, beaucoup de gens dans Marie. le chat Oui. qui veulent. Je ne sais pas si... C'est un réel souci. Si on a le temps, je peux raconter une situation. Une situation qui m'a beaucoup frappée avec une équipe qui travaillait donc avec la méthode de la préoccupation partagée et qui est revenue vers nous pour une situation qui leur posait problème, où ils nous ont dit, on est très embêtés, on a un élève là qui est effectivement assez isolé, mais on a l'impression que c'est plutôt lui un harceleur, il est assez brutal, il est assez désagréable avec ses camarades, et d'ailleurs quand on le voit arriver à l'école avec son père dans la rue, il est plutôt normal, mais dès qu'il entre dans l'école, on a l'impression d'un taureau qui entre dans l'arène, il devient agressif, et il est dans une classe d'élèves gentils, mais tous se plaignent de lui, ils n'en peuvent plus. Et donc, vous voyez, il y a cette description qui est extrêmement frappante, qui montre le piège dans lequel on tombe quand on est comme ça. Une classe entière qui se plaint d'un élève. Vous voyez, et en plus, les adultes disent c'est une classe gentille. Mais vous imaginez pour cet élève ce que ça veut dire que tout le monde se plaint de lui et que derrière, les adultes valident ça. Alors, moi, j'ai une autre question qui est peut-être... Là, on a une cible cachée. Ah oui. Mais Ouais, moi, oui. là, je vais poser une question qui peut être vraiment dérangeante. Est-ce qu'il n'y a pas des classes qui sont des cibles?
J'ai été frappé en arrivant dans un nouvel établissement d'une classe qui jouait le rôle de bouc émissaire pour tout l'établissement. C'était la 3e D, la troisième dont tout le monde se plaignait. Tous les élèves étaient catastrophiques. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et les élèves ont compris. Ils se sont éteints. Et au mois de février, ils me disaient, mais monsieur Léon, vous êtes gentil, on vous laisse tranquille. Mais laissez-nous tranquille, on ne travaillera pas. Oui, c'est assez malheureusement classique, effectivement, une classe dont tout le monde se plaint, ça crée un cercle vicieux, puisque en fait, on leur dit, de toute façon, avec vous, il n'y a rien à faire. Au moins, avec les 5e 6, c'est intéressant. Enfin, oui. Et d'ailleurs, ces classes-là, ça peut être un des phénomènes de chahut, puisque je fais le lien avec, je rappelle, le temps passe et qu'on avait on avait le chahut et le cyberharcèlement qu'on va réussir à... Alors, vas-y. Non, mais c'est vrai que cette question du chahut, elle est multifactorielle, mais je ne sais pas si Marie, elle peut nous dire comment elle approche ça. La question du chahut, on en a parlé dans les blessures de l'école avec Jean-Pierre Bellon. Nous, on l'assimile vraiment à une forme de harcèlement en direction de l'enseignant. Il y a les mêmes caractéristiques. C'est un effet de groupe, répétition des brimades, disproportion des forces, puisqu'on a d'un côté un individu isolé, de l'autre un groupe, et incapacité de la cible à se défendre par elle-même. Alors, qu'est-ce qui fragilise l'enseignant? On en est convaincu, le fait qu'il n'y ait pas un soutien suffisant des collègues et de la hiérarchie et de sa direction. Donc, quand on met en place le protocole de traitement du chahut, qu'on a d'ailleurs décrit, alors lui, en détail, et qui maintenant, ça fait plusieurs années que des équipes s'en sont saisies, donc on commence à avoir du recul, même si on estime qu'il est encore au stade expérimental, parce qu'on n'a pas des centaines de situations traitées, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais on a des dizaines maintenant. On a mis le protocole chahut à la fin de la dernière édition de harcèlement à l'école, le vaincre c'est possible. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord recréer un vrai soutien et une vraie coopération entre les enseignants eux-mêmes, avec le soutien du chef d'établissement, c'est-à-dire qu'on arrête, moi j'ai été enseignante, qu'on arrête cette logique où on dit entre collègues, ah ben oui, évidemment, lui il est chahuté, non mais moi ça se passe très bien avec cette classe. Vous voyez, qu'il y ait une vraie solidarité, c'est-à-dire c'est un peu facile et ça, en plus, quand on fait ça, on fait vraiment la même chose que ce que vivent l'élève harcelé, dont les autres vont dire, oh ben oui, mais c'est parce qu'il est un peu bizarre, c'est pour ça que ça lui arrive. Donc, ne faisons pas ça entre collègues. Il faut un soutien vraiment de toute l'équipe, prendre la situation au sérieux. Une classe qui chahute dans le cours d'un professeur, ça concerne tout le monde. Et puis, en général, ne nous voilons pas la face, on a tous un peu des difficultés avec les classes. C'est rarement la paix qui règne. Et alors, donc, il y a déjà on recrée ce sentiment, vous voyez, de travail très solidaire entre les enseignants, c'est la première étape, pour analyser les difficultés que pose la classe et pour ensuite mettre en place le protocole où là, on va travailler avec, alors, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais on va travailler avec un échantillon de la classe. On va sélectionner un échantillon de la classe qui est représentatif de la classe, c'est-à-dire on va prendre les plus difficiles, on va prendre aussi les plus, je dirais, faciles et civiques peut-être, et puis des élèves un peu entre deux. Et cet échantillon, on va créer une première réunion avec eux pour aborder en disant, voilà, on va bien sûr pas leur dire un professeur est chahuté, on va bien sûr ne jamais nommer aucun professeur, on va simplement dire, voilà, cette classe, il y a des choses qui ne se peuvent pas bien, la classe ne travaille pas dans de bonnes conditions, il y a des comportements qui ne vont pas bien, les professeurs s'inquiètent pour cette classe, on est inquiet pour votre classe, vous valez mieux que ça, et on a besoin de vous aussi pour que ça s'améliore. Et on met en place la même logique que la préoccupation partagée, on partage une préoccupation, on attend d'eux des solutions, des suggestions. Et bien sûr, cette réunion est encadrée. Alors, on a vraiment précisé les conditions pour que ça se passe bien, pour que justement les élèves soient dans des conditions un peu spéciales et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et on se rend compte que c'est extrêmement intéressant parce que ça fait toujours bouger les lignes. Ça permet aussi aux élèves justement de se réindividualiser, donc d'échapper à cet effet de groupe qu'est le chahut. Et parfois, ce sont les élèves qui sont les plus chahuteurs qui vont donner les propositions les plus intéressantes et qui vont s'impliquer d'ailleurs dans des solutions très constructives. On peut être extrêmement frappé par une demande des élèves de discipline rigide qu'aucun professeur n'aurait osé mettre en place, demande de sanctions de la part des élèves pour le moindre manquement à la discipline. C'est assez étonnant de voir parfois à quel point il peut émerger toutes sortes de réactions.
Ça se passe généralement pas comme on l'avait prévu. On n'a pas exactement ce qu'on avait attendu à l'origine comme résultat, mais il y a toujours quelque chose qui bouge. Et quelque chose dont évidemment l'équipe va devoir tirer profit. Alors il y aura une deuxième rencontre avec les élèves, cette fois de façon individuelle. Enfin, tout le protocole est décrit et ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, bien sûr, pour qu'on leur envoie par ailleurs le protocole. Mais voilà, de plus en plus, ce protocole Chahut, on le met en place, surtout qu'on s'est rendu compte que certaines situations d'intimidation, de harcèlement, en particulier chez les grands, vous voyez, en lycée, où ils ont beaucoup de mal ils ont très peur quand même qu'on s'occupe de leur situation. Ils ne veulent pas qu'on fasse ces entretiens en leur faveur. Ils ne veulent pas qu'on les nomme. Vous voyez, ils ont très peur que ça aggrave leur situation, et souvent des choses très complexes, y compris au niveau des réseaux sociaux. Donc, ils ne veulent pas qu'on les nomme, ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux, alors même qu'ils sont en grande souffrance et harcelés, parfois très violemment. Et on se rend compte que en travaillant parfois sur la classe entière où se trouve cet élève, on apaise, en fait, on règle la situation de l'élève, parce que le chahut génère évidemment des brimades au sein de la classe. C'est un lieu de, vous voyez, de non-droit, hein, le chahut. Donc, c'est un lieu de désordre absolu où peuvent se passer des tas de choses invisibles aux yeux de l'enseignant, puisque l'enseignant lui-même est en position défensive et ne peut pas tout voir. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, on va restaurer une forme de calme, on va souvent déjà améliorer la situation de l'élève cible et on va lui permettre à cet élève de reprendre confiance, je dirais, dans une forme d'autorité de l'adulte pour pouvoir se confier aussi à lui, parce que finalement, les adultes auront quelque part fait leur preuve en tant que autorité compétente pour remettre un peu d'ordre dans une situation très chaotique. Vous voyez que l'élève vit comme aussi une démission un peu des adultes. Je ne sais pas si je suis claire, mais Oui, j'ai et essayé de il va de donner soi, non, tout à fait, et il va de soi que cette alliance qui doit être faite, dont tu parlais, et je le dis sans aucun, enfin, convaincu de bien interpréter tes propos, cette alliance des collègues n'est pas une alliance contre, c'est une alliance pour un collègue, mais certainement pas une alliance contre les élèves. Il ne s'agit pas de régler le problème du chahut par des règlements de compte et tout. Au contraire. Au contraire, oui. On est dans une même dynamique non blâmante. On est dans. Alors, cela dit, moi j'ai vu des protocoles chahut qui ont débouché sur des conseils de discipline parce que ça a mis en lumière des problèmes très ciblés liés à quelques élèves, mais qui étaient noyés. On avait l'impression que toute la classe dysfonctionnait. Ça a permis de mieux comprendre ce qui se passait. Souvent, le protocole chahut permet de clarifier une situation aussi. Vous voyez, on réindividualise, on rencontre de nouveau des individus, mais on peut avoir toutes sortes de surprises. Je vous dis, certains élèves qui paraissent particulièrement négatifs pour le climat de classe et qui peuvent se révéler au contraire très désireux de restaurer un climat de classe voilà, studieux, respectueux. Et effectivement, la base du travail, c'est le non-blâmant au départ. Hein. C'est quand même leur permettre de participer, évidemment sous l'égide des adultes, mais de participer à la restauration de ce climat de classe qu'ils subissent. Le chahut, les élèves y participent et le subissent à la fois. Et rares sont ceux qui y trouvent vraiment leur compte. Alors, je suis désolé, je regarde l'heure. Il va falloir. Bon, on pourrait y rester vraiment des heures et des heures. De toute façon, tout cela passe par des formations, par des lectures, par du travail, de l'observation, y compris sur soi-même. Moi, j'aurais une question. On n'a pas abordé le cyberharcèlement. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire parce que. Mais j'aurais une question que tu viens quelque part de pointer. Ça ne marche pas tout le temps. Je veux dire, mettre en place ces dispositifs, finalement, la préoccupation partagée, on peut aussi arriver au bout. Je ne sais plus combien, c'était Jean-Pierre de Mouzon qui nous avait fait cette formation, que je salue, qui est à la retraite maintenant, et qui nous disait que ça devait fonctionner à peu près dans 80 à 85% des cas. C'est ça. Voilà. Mais quand ça ne marche pas, alors on va essayer de faire très bref maintenant, je suis confus, Marie. Bien sûr. Bah, on est parfois obligé de recourir à des sanctions. Bien entendu. Oui. On est parfois on découvre des problèmes beaucoup plus compliqués, plus complexes, pour lesquels on doit utiliser d'autres ressources. Il y a des limites à la méthode. La méthode ne règle pas tout. La méthode permet souvent de régler un certain nombre de situations facilement et de clarifier aussi les situations. Dans certains cas,
il faudra aborder d'autres stratégies de résolution de problèmes, effectivement. Oui. J'ajouterais que si on ne fait rien, ça ne marche pas dans 100% des cas. Oui, c'est ça. Oui, complètement. De toute façon, si on ne fait rien, ça ne marche pas. Moi, je vois une question qui passe sur le fait de… Elle est passée trop vite et je ne la vois plus. Les classes dont les élèves sont en perte de repère. Il faut bien penser que nous sommes devant des phénomènes groupaux et qu'un groupe a des modalités de fonctionnement. Et si ce groupe dysfonctionne, la parole circule mal, les élèves n'ont pas de posture attitrée, j'entends par posture plus exactement de rôle attitré. On sait très bien que dans un groupe, chacun trouve une place particulière et doit se mettre dans ce cercle de ses pairs. La parole peut être apaisée, etc. Et ça ne peut pas fonctionner si tout cela ne se met pas en place. Et donc, dans les formations que les collègues devraient suivre, il y a aussi les formations du groupe. Vivre le groupe, comment un groupe fonctionne, comment un groupe vit. Marie, peut-être, ou Gwenaëlle, je ne sais pas, vous me dites, et le cyberharcèlement alors là, est-ce que… Je suis en train de me demander si ce n'est pas un problème de santé publique là, à ce niveau-là, et ça demanderait peut-être un webinaire en soi-même, Gwenaëlle. Je vais laisser Marie développer son approche. Je vais juste dire deux choses. Une première chose, c'est que en fait, ça reprend tout ce qu'on retrouve la même situation que tout ce dont on vient de parler, mais avec le nombre des spectateurs qui est multiplié par 10, par 100. Donc là, vous démultipliez l'effet de groupe, c'est une catastrophe. Bon. Et puis le deuxième point, je dirais, c'est aller voir le travail de Yacine, que je ne connaissais pas, mais que je suis allé voir, qui travaille sur le piège de l'anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des élèves qui utilisent des outils qu'en fait, ils ne maîtrisent pas. Donc, ils ne maîtrisent pas complètement les usages. Et donc, ils travaillent, par exemple, sur le fait que mon contenu ne m'appartient plus. Ça, il y a des élèves qui ne se rendent pas du tout compte de ça. Ils pensent qu'ils sont derrière leur truc. Voilà, en fait, on fait ça, on efface, machin. Bon, voilà, ça paraît tout bête. Mais d'ailleurs, dès le CE2, parce que vous avez des élèves, ou même peut-être avant, je ne sais pas, mais vous avez des élèves qui ont très tôt les smartphones et les applications qui vont avec. Et puis, deuxième chose, ils travaillent sur le paramétrage. C'est-à-dire, vraiment, on sort l'appli et puis on regarde. Et on parle des réseaux. On ne fait pas comme si ça n'existait pas. Parce qu'on a tendance à se dire c'est à l'extérieur, voilà, c'est pas notre boulot, c'est les parents. Enfin, il peut y avoir ce discours-là. Mais non, là, on prend et on regarde comment on peut paramétrer son appli puisqu'elles sont là. Marie, pardon. Oui, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça vraiment, je valide totalement, moi. Alors, pour le cyberharcèlement, pour aller vite, puisqu'on n'a pas un temps énorme. Oui, je suis vraiment confus. C'est normal. Il y a deux cas de figure. En gros, il y a soit le cyberharcèlement qui est une sorte de prolongement et de caisse de résonance, amplifié de ce qui se passe dans l'établissement scolaire. Donc, il y a une sorte d'aller-retour entre ce qui va se passer à l'école, ce qui se passe ensuite sur les réseaux, ce qui revient à l'école. Quand on est sur cette dynamique-là, qui implique, je dirais, des individus bien présents dans l'établissement scolaire, on peut envisager, lorsque les situations ne sont pas trop graves, évidemment, qu'on n'en ait pas des dépôts de plainte, on peut envisager quand même la méthode de la préoccupation partagée. Des situations de ce genre peuvent être encore réglées, des histoires de rumeurs, vous voyez, des choses de ce genre. En revanche, il y a une forme de cyberharcèlement dont je voudrais dire deux mots, parce que là, c'est vraiment une question de santé publique, c'est le sexting, c'est-à-dire que ce sont ces photos qui sont confiées et puis divulguées, qui sortent du cadre intime dans lequel elles auraient dû demeurer. Des photos, souvent, ce sont des jeunes filles qui sont la victime du sexting, c'est-à-dire que dans le cas d'une relation amoureuse entre deux adolescents, il y a un échange de photos intimes, et puis tout à coup, il y a trahison, la photo va être divulguée auprès des camarades, et puis comme une traînée de poudre, elle va se répandre à l'ensemble des établissements scolaires, voire au-delà. Et très, très vite, d'une manière extrêmement brutale, la situation de la jeune fille prise en photo qui va devenir horrible. Enfin, c'est à la fois la trahison de la personne en qui elle a eu confiance, c'est à la fois cette honte d'être vue par tous sur une photo qui était censée rester intime, et puis c'est ensuite une forme de harcèlement massif, extrêmement violent, extrêmement décomplexé de la part de l'ensemble des élèves qui vont la traiter de tous les noms. Donc, il y a une triple blessure et un danger majeur
pour ces cibles-là, ces élèves-là, ces victimes-là, on peut parler de victimes, il y a vraiment un danger majeur. Et là, ça implique, je pense, comme c'est quelque chose qui est un phénomène qui est en croissance, qui est très rapide, je pense que tous les établissements scolaires vont être touchés ou sont même déjà touchés, sachant que l'âge moyen est en 5e et maintenant ça descend déjà en 6e, hein, l'âge moyen de fréquence du sexting. Donc, vous voyez à quel point ce sont des élèves jeunes et fragiles, extrêmement fragiles. Il est essentiel, je le dis parce que c'est un message, je pense que il est essentiel en fait de se préparer à ces situations-là. Les établissements scolaires doivent se préparer à ce qu'une situation de sexting arrive pour, comme dans les gestes de secourisme, avoir tout de suite les bons réflexes et ne pas commettre un geste malheureux, vous voyez, qui aggrave dramatiquement la situation de l'élève victime. Alors peut-être qu'une les fondamentaux, les bons réflexes à avoir, c'est vraiment un soutien inconditionnel de la victime, ne jamais lui dire quoi que ce soit qui puisse la fragiliser, comme « Ah, mais pourquoi as-tu commis cette maladresse? Pourquoi lui as-tu fait confiance? Pourquoi as-tu pris cette photo? Ah, puis on t'avait fait une sensibilisation aux réseaux sociaux, tu sais très bien qu'il ne fallait pas… » Vous voyez, tous ces reproches, même très bienveillants, hein, toutes ces leçons de morale, même très bienveillantes, ou parfois plus énervées qu'on peut avoir. Alors ça, je veux dire, c'est vraiment lui mettre la tête sous l'eau. Alors, Oui. c'est à ne pas faire. On est quand même face à des dangers de suicide. Il faut Oui, vraiment c'est ça. comprendre qu'on est face à un danger de mort, des dangers de suicide, ou on a vu avec l'histoire d'Alisha, danger d'assassinat. Enfin, parce que vous voyez, le sexting, c'est la nudité, c'est les relations amoureuses. Donc, il y a une violence incroyable qui se réveille chez les élèves, hein, des passions terribles. Et ça peut générer des choses extrêmement violentes. Donc, en tant qu'adulte, on doit être conscient que là, il y a danger de mort, en fait. Donc, un soutien inconditionnel de l'élève victime auquel on dit toi, tu n'as absolument rien fait de mal. On dit ça à la famille aussi. Votre enfant n'a absolument rien fait de mal. Il n'a aucune culpabilité, ni sur le plan moral, ni sur le plan légal d'ailleurs. Hein. Il y a condamnation au niveau légal de ceux qui partagent la photo. Hein. Ça, il y a des textes de loi. Et puis moralement, il n'a rien à se reprocher. N'a absolument fait de mal à personne. Donc, on est complètement de son côté, on restaure, on le protège. Il faut mobiliser un maximum de personnes qui vont protéger cet élève victime pour éviter tout geste malheureux. Donc, on a besoin de la famille, on a besoin de partenaires en dehors de l'école, on a besoin de tisser, vous voyez, un maximum une sorte de réseau protecteur autour de cet élève. Et puis, il faut avoir un discours très clair. Il faut je dirais que l'ensemble de la communauté éducative soit vigilante et les bons réflexes. Mon collègue professeur de philosophie Jean-Pierre Bellon, donc, lui suggère que ça me fait penser à ce que vous faites avec les sentinelles, mais qu'on sollicite des élèves particulièrement, qu'on considère comme particulièrement mûrs, enfin, dans leur comportement, dans leur civisme dans l'école, pour par ailleurs apporter des témoignages de soutien à cet élève-là, effectivement, peut-être dire un bonjour amical, inviter à prendre un repas à la cantine ensemble, enfin, qu'il y ait une sorte de contre-feu qui soit créé face à la déferlante d'insultes qui risquent d'arriver de tous côtés. Voilà, donc ces situations de sexting qui sont dangereuses, où on a des morts tous les ans, hein, il faut vraiment que les établissements scolaires prennent conscience que c'est un cas de figure très spécifique du harcèlement scolaire qui demande, alors là, c'est pas de la méthode de la préoccupation partagée ou je ne sais quoi, c'est une situation de crise. Vous voyez, c'est alerte rouge, c'est protection maximale, c'est discours très clair sur la non-culpabilité de l'élève et la culpabilité de ceux qui ont partagé. Là, il faut être très clair. Voilà. Et donc, s'il y a sensibilisation à faire par rapport au sexting, c'est sur ce mode-là. Attention à toutes ces campagnes de sensibilisation qui ont lieu dans le monde entier, hormis en France et en Angleterre. En France, en 2018, une excellente campagne de sensibilisation sur le sexting qui a bien porté sur une photo, c'est perso, partager, c'est harceler, c'était le slogan. Donc, on sensibilise à ne pas partager, à ne pas harceler et ne pas faire de sensibilisation qui aille dans le sens trop de attention à ce que vous diffusez, attention aux photos que vous partagez, parce que si on fait ça, on dit en quelque sorte que si le sexting arrive un jour, c'est parce que la cible aura partagé une photo. Vous voyez, on induit déjà qu'elle a une culpabilité dans l'affaire. C'est vraiment très dangereux de procéder comme ça parce que
on rejoint vraiment le point de vue des intimidateurs qui, eux, ne vont pas se gêner à dire « Oh oui, mais c'est elle avait qu'à pas, c'est une… » Vous savez, tous les noms Enfin, dont tous les les têtes. noms, oui. Voilà. Donc là, il y a Est-ce vraiment que… voilà, Oui, une oui. très grande importance à se positionner. Oui, là c'est quelque chose d'extrêmement complexe, encore une fois. De toute façon, tout le phénomène de harcèlement est complexe. Il y a des questions qui reviennent sur le dispositif phare que je ne connais pas, Oui. ou très très mal. Alors, en quelques secondes, cette fois-ci. En quelques secondes. Moi, je ne connais pas l'ensemble du dispositif phare. Hein. C'est un dispositif ministériel. Tout ce que je sais, c'est la part que nous, on peut prendre à notre mesure, avec Jean-Pierre Bellon, pour les académies qui font appel à nous. C'est-à-dire pas partout. Certaines académies font appel à nous pour former, effectivement, dans les établissements qu'elles auront sélectionnés, hein, écoles primaires et collèges, des équipes de 5 personnes. Elles ont décidé que ce serait 5 personnes, ce qui est pas mal, volontaires, équipes pluridisciplinaires, auxquelles nous allons donc apporter cette formation de la méthode de la préoccupation partagée pour qu'elles puissent mettre en place voilà, ces entretiens, ces règlements de situation, ces équipes ressources au sein des établissements. Voilà. Après, le programme phare est plus vaste et je ne connais pas tout. Oui. En plus, j'ai l'impression que d'une académie à l'autre, ça se déploie de façon un petit peu différente. Donc, je ne saurais pas parler de tout le dispositif phare. Gwenaël, dernier mot? Oui, non, le but, c'est de généraliser un peu et puis de créer des références, c'est-à-dire que ça devienne un sujet partout. J'ai tendance à un peu me méfier quand l'éducation nationale généralise, puisque un peu trop souvent, elle formate dans ces cas-là. Mais bon, après, on ne va pas se plaindre que le sujet devienne un sujet. Mais… Exactement, c'est le danger, évidemment, de massifier des formations. Je connais, oui, la tendance forte En même temps, voilà. Oui, non, mais il faudrait pas que ça… qu'il y ait une volonté forte, c'est quand même bien qu'il y ait des… Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Après, c'est juste que je sais qu'il peut y avoir des endroits où si des choses sont déjà faites et on peut se dire que c'est l'an 1 de la lutte contre le harcèlement, il faut tout reprendre à zéro parce que ça ne rentre pas dans les cases, vous voyez, ou des trucs. Après, on peut faire rentrer aussi parfois ce qu'on veut dans les cases. Oui, mais bon, de toute façon, le sujet, il y a une pluralité de directions pour traiter ce sujet qui n'est vraiment pas simple. Il est maintenant temps de clore ce webinaire en vous remerciant, Marie, Gwenaël, en vous remerciant de votre participation, Ben aussi pour le chat, évidemment Delphine et Rachel pour leur témoignage. Merci à l'Institut Fort-Prof, Jade en particulier, avec qui il a été particulièrement facile et agréable de travailler pour organiser ce deuxième débat éducatif. Toutes les références nombreuses dont nous avons parlé seront dans le relevé du chat qui sera fait par Asagori dans les heures qui viennent et que vous pourrez retrouver sur notre site. Ce webinaire sera rapidement mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez vous procurer le petit cahier numéro 13, Lutter contre le harcèlement scolaire, que vous trouverez également sur notre site. Je vous rappelle que les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative, qu'elle a besoin de relais auprès du public. Faites-nous connaître, faites adhérer vos établissements, militez, rejoignez-nous. Notre prochain webinaire maintenant aura lieu le 9 mars à 18 h et il aura pour sujet le bien-être à l'école et recevra entre autres Mireille Sifali, Andrea Capitanescu, j'ai oublié Maëlys Rousseau qui sont les deux coordonnatrices de ce dossier. Puis nous aurons un webinaire sur former les élèves à la coopération, qui est le dossier, ce sera sur le dossier 576 qui sortira en avril, donc certainement. Voilà, je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont participé à cette organisation. Je vous dis dans un mois, un gros mois, et merci de votre participation. Bonne soirée à vous.